chers téléspectateurs de Wafrica TV, nous allons ce matin, dans cet entretien avec le professeur Chanda, évaluer, examiner la coopération entre la Russie et l'Afrique, avec en toile de fond le désir de savoir si cette relation augure quand même un avenir différent des relations qu'on connaît avec les autres puissances occidentales. Bonjour, professeur Chanda. Bonjour. Professeur Chanda, en lisant les historiens sur la question des relations entre l'Afrique et la Russie, on nous donne l'impression que cette relation date de la guerre froide. Est-ce que c'est juste? Ou alors, est-ce qu'elles sont plus anciennes? Non, je crois que il y a une volonté manifeste de rajeunir l'histoire pour mieux la dompter, la déformer et l'interpréter de façon sectaire. Bien évidemment pour des intérêts précis. À mon sens, compte tenu de l'ampleur de la fausse querelle entretenue maintenant sur la relation Russie-Afrique ou Afrique-Russie, ce n'est même plus une question d'actualité. C'est une problématique existentielle. C'est ce que c'est devenu. Ce n'est pas le fait que on parle beaucoup de la rencontre de l'Europe avec l'Afrique ou de l'Europe dans ses pérégrinations douloureuses en Afrique, qu'en réalité, les autres peuples, les autres continents, sont étrangers à l'Afrique. Ou alors ont des relations, je dirais, champignonnaires avec l'Afrique, qui ont poussé tout de suite et qu'on a découvert tout de suite. Non. La relation Afrique-Russie est ancienne, très ancienne d'ailleurs. Et pour, je pense, faire les choses simples, aucune discipline scientifique aujourd'hui ne peut établir avec exactitude à quel moment, dans quelle dimension, dans quel contexte et avec quelle intensité, pour quels intérêts les brassages des peuples ont eu lieu. Vous savez, à force de trop parler de l'Europe et l'Afrique, on en vient même à occulter que l'Afrique a d'autres relations. Voilà, et même que le Moyen-Orient, la Perse et tout, ont découvert l'Afrique, ont traité avec l'Afrique avant l'Europe. Que l'Éthiopie existe dans la Bible. Exactement. Je veux pour exemple, vous savez, avec ce qui se passe en Tunisie, ou s'est passé en Tunisie, on a remis au goût du jour toute l'histoire des rapports entre les peuples arabes et les peuples d'Afrique au sud du Sahara. Oui. Et on fait des découvertes terribles qui d'ailleurs amènent aujourd'hui ou conduit certains sociologues et historiens à établir même que des Noirs sont des autochtones de la Tunisie. Donc il y a un ensemble de phénomènes d'acquis et de vérités historiques dont il faut faire attention de ne pas travestir la contenance,
parce qu'en réalité, on est figé sur des projections géostratégiques et géopolitiques actuelles. Professeur, tout à l'heure, je parlais de la guerre froide, mais il me souvient qu'en lisant et en écoutant sur cette relation-là, on nous dit quand même que la Russie est beaucoup intervenue pendant la période de la décolonisation. Oui, mais je crois que, sauf si nous déplaçons complètement le sujet, cette étape-là n'est pas sujet aujourd'hui à discussion, Oui. Ni à débat d'ailleurs. Nous étions dans la recherche de l'antériorité des rapports entre l'Europe et l'Afrique, l'Orient et l'Afrique, l'Amérique et l'Afrique, si vous voulez. Mais si vous ramenez la problématique à des constats sur les rapports de circonstances contemporains entre l'Afrique et certains peuples, il est clair que d'ailleurs parler de la guerre froide serait dans ce cas-là réducteur, très très réducteur d'ailleurs. La guerre froide, c'est juste un moment, si vous voulez. Et c'est une trentaine d'années d'intensité, de 50 à 80, ou à la fin des années 80. Elle commence plus précisément avec la déclaration de Truman, le président américain Harry Truman, à Fulton College, qui pose comme principe la responsabilité ou la mission de l'Amérique de contenir le communisme partout dans le monde et de défendre la liberté. D'ailleurs, avec beaucoup de guillemets. Vous connaissez ce que ça donne par la suite, c'est le blocus de Berlin et jusqu'à ce que Gorbatchev opère la révolution de la glasnost, de la perestroïka. Mais ce que je voulais vous inviter à éviter, c'est de parler beaucoup de guerre froide, parce que c'est ce qu'on a semblé évoquer beaucoup dans l'actualité, le rôle de la Russie durant la guerre froide par rapport à l'Afrique. Je pense qu'il faut beaucoup éviter ça. Parce que on risque de ramener en réalité cette relation à une dimension opportuniste liée à la compétition entre les grandes puissances. Je pense qu'il faut faire très attention. La Russie est d'abord la terre, si vous voulez, de la révolution bolchevique. C'est ce qui, dans l'ordonnancement de l'histoire des nations et des philosophies qui en résultent, plante pour la première fois un décor complètement différent, met l'accent sur un discours, une philosophie et des pratiques qui indiquent, orientent vers un système nouveau d'encadrement, de constellation, de rassemblement et de gouvernance des peuples. C'est la naissance du communisme et du socialisme qui en est la version politique au niveau de la gouvernance. Le communisme, en réalité, étant le rêve, si vous voulez, étant le rêve, mais la pratique et le contenu réel étant la gouvernance réelle du peuple par le peuple à travers ce qu'on a appelé le centralisme démocratique. Vous connaissez qu'il faut remonter sans doute à la découverte, ce qu'on a appelé les grandes découvertes, qui en réalité aujourd'hui n'en sont pas.
Parce qu'on tend à faire croire qu'avant Christophe Colomb, personne ne connaissait l'Amérique, ou que les peuples qui existaient là-bas n'avaient aucune notion des sciences et des techniques. Au nom de quoi vous avez des films qui présentent les Indiens comme des sauvages, et ainsi de suite. L'Afrique a vécu exactement la même chose. L'idéologie communiste naît effectivement de la contestation et du soulèvement contre cette vision du monde, contre cette présentation du destin de l'humanité qui met d'un côté des peuples arriérés, obscurantistes, sauvages, perdus dans les forêts, dans les savanes, perdus dans les îles, avec d'autres peuples émancipés, développés, lumineux, qui ont inventé la machine à vapeur, qui ont inventé la mécanique, comme dit Césaire, qui ont inventé la boussole. Aujourd'hui, tout ce que nous savons, c'est les Pierre et Marie Curie, en réalité. Avant, ce qui a été ces grandes découvertes, qu'on appelle grandes découvertes, dont il faut aujourd'hui effectivement contester l'appellation. Des peuples ont existé, géraient leurs problèmes, s'organisaient, répondaient à leurs besoins avec des techniques, avec le recours à des intelligences, en réalité que même l'exploration de la vie des pharaons en Égypte n'a pas encore livré toute la quintessence, toute la force. Donc, c'est pour vous dire, il faut absolument éviter de parler de la Russie et de l'Afrique, ou de la Russie et le reste du monde, ça vaut pour la Chine, simplement en termes de contribution à la guerre froide ou de mécaniques opportunistes relevant de la volonté de se livrer à une compétition avec d'autres puissances. En fait, il y a fondamentalement, à propos de la Russie comme de la Chine, une idéologie et des doctrines absolument contraires qui portent des visions de l'humanité, des rapports humains, des rapports mécaniques même, et de la construction du bonheur de la société, à l'opposé de ce qu'on a appelé l'européocentrisme, qu'on globalise comme étant l'Occident, tend à présenter. Professeur, est-ce qu'on peut considérer que l'Afrique se reconnaît mieux dans cette idéologie russe et chinoise? Non, je pense que là, c'est une autre erreur. Parce que, et c'est pour cela qu'il y a ce faux débat dans l'actualité. Personne ne dit en Afrique qu'on est pour la Russie, qu'on se reconnaît dans la Russie, ou qu'on veut la Russie pour chasser les autres. Personne ne dit ça en réalité. Oui. Il faut se mettre à l'abri de l'agitation populaire et de ce que j'appellerais la kermesse inintelligible. Non. Par contre, ce qui est certain, en se refondant sur la démarche historique, idéologique et doctrinale dont je viens de faire état, on est davantage, si vous voulez, solidaire des pratiques ou des professions, même théoriques, qui posent le principe du combat contre l'exploitation de l'homme par l'homme, contre l'avilissement de l'homme par des doctrines, des idéologies, contre le règne de l'argent, contre la barbarie capitaliste, contre des gouvernances axées sur la dominance des classes privilégiées. Et c'est là où je vous invite à prendre en considération la dimension pratique, réelle et philosophique qui résulte de l'opposition des deux mondes. C'est la lutte des classes, théorisée par Karl Marx, reprise par Lénine, Léon Trotsky, Rosa Luxemburg et beaucoup d'autres. Et en Afrique, les premiers intellectuels ou ceux qui ont fait leur classe, les premiers,
ont avancé beaucoup, se sont mieux retrouvés dans ces idéologies-là, parce que nous étions des peuples opprimés au nom d'idéologies dominantes, au nom du mensonge de l'Europe et des pratiques esclavagistes, des pratiques de traite, ainsi de suite. Donc, la négritude en est le produit. On n'a pas très bien compris ce que ça voulait dire, mais c'était simplement le symbole des voix portées par des peuples révoltés, qui du coup s'exprimaient à travers leurs premiers intellectuels. Et ces premiers intellectuels, effectivement, avaient pas copié, pas lu, mais simplement dans leur intelligence, dans la profession de leur foi, en réalité, ils se retrouvaient mieux dans la ligne, dans l'orientation, dans la prospective des philosophies de la contestation. Et c'est cela le lien avec un pays comme la Russie, avant même que l'on ne parle de la guerre froide, avant même que l'on ne parle de la déclaration d'indépendance des peuples et des États, et des peuples et des territoires encore dominés. Vous savez, parce que pour faire simple, je vais situer dans votre esprit et dans celui de ceux qui nous écoutent qu'il faut se méfier d'entrer dans une rhétorique qui tend à ramener les rapports avec certaines nations, certains peuples, certains États à de simples conjectures de concurrence du moment. Pas du tout, il ne s'agit pas de cela. Il faut aller chercher profondément qu'est-ce qui, dans la démarche, la construction intellectuelle et idéologique de certains peuples, de certains États, fait que ils sont mieux ou bien accueillis en Afrique. Voilà la réalité. Et l'étape de la décolonisation est simplement, pour ce qui concerne leurs actions, je dirais même pas la conséquence, je dirais simplement la démonstration logique de la ligne directrice de leur manière de voir le monde. Et en cela, nous ne pouvons pas dénier aujourd'hui, ça, tout le monde le sait, ce n'est pas à Paris, ce n'est pas à Genève où Roland Moumi a été assassiné, ce n'est pas à Washington, ce n'est pas à Londres ou à Berlin que les nationalistes essaient de trouver refuge, essaient de trouver des armes, essaient de trouver des alliés pour libérer l'Afrique. C'est bien dans des pays qui sont complètement différents. Et j'insiste pour dire que ce n'était pas dans ces pays-là, parce que ces pays-là étaient contre la France, les États-Unis ou l'Occident globalement, encore que ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, c'est un melting pot. C'est simplement parce que dans leur propension à projeter le bonheur d'un peuple, dans leur propension à observer l'organisation du monde de façon différente, ces sociétés, parce que c'est là qu'il faut partir, n'acceptaient pas, ne supportaient pas la domination d'un peuple par un autre. Voilà la réalité. Professeur, je pose cette question pour lever une petite ambiguïté qu'on pourrait retrouver chez le téléspectateur qui nous regarde. Tout à l'heure, vous avez évoqué la lutte des classes. Oui. D'aucuns vont vous rétorquer que les classes, on les retrouve en Chine, comme on les retrouve en Russie, comme on les retrouve en Afrique d'ailleurs, même si l'expression n'est pas la même que dans les civilisations occidentales. Oui, mais attendez, pour tout vous dire, c'est un fait, si vous voulez. C'est un fait
que l'idéologie capitaliste et les systèmes de gouvernance capitalistes ont voulu occulter. Il y a une différence nette dans la vie et le destin du propriétaire du capital et du travailleur, du patron et de l'employé. Ça me paraît fondamental. Et lorsque vous le portez à une échelle planétaire, vous en revenez au fameux discours prolétaires du monde, unissez-vous. Unissez-vous, comme on dirait, travailleurs du monde. Levez-vous et marchez droit devant vous pour votre liberté. En fait, c'est l'idée de l'existence d'un pôle de dominant et d'un pôle de dominé, tout court. Voilà ce qu'induit fondamentalement la lutte des classes, à partir de l'observation qu'a fait Marx dans la vie d'une entreprise, du comportement du propriétaire du capital, qui en fait ne pense que profit. Je pense que ce que je demande, c'est il faut projeter ça comme une lumière sur l'ensemble des pratiques des relations internationales, des rapports entre les peuples, entre les nations, qui portent des intérêts très divergents, mais simplement dont on se rend compte, si on illustre un peu la guerre en Ukraine aujourd'hui, qu'il y a une volonté manifeste de construire, de maintenir et de faire prospérer une idéologie qui dit le monde c'est nous, les lois c'est nous. Parce que sinon vous ne comprendrez pas au nom de quelle logique toute une constellation de pays se réunissent pour envoyer des armes en Ukraine, et dans le même temps on s'inquiète que la Chine, que l'Iran, que l'Afrique du Sud, que le Brésil ou que l'Algérie en fassent autant. En fait, nous sommes aujourd'hui dans une guerre mondiale qui n'a pas la même dimension que les deux premières. Elle est beaucoup plus intelligente, mais elle est réelle. C'est pour vous dire, reporter les classes en vous fondant sur la lutte d'influence, les luttes d'influence à l'intérieur des systèmes organisés de gouvernance internationale, vous vous rendrez compte que depuis Bandung, c'est en fait la première réunion des États qui estimaient que ça n'allait pas, ils étaient exploités, ils ne comprenaient d'ailleurs pas pourquoi est-ce qu'on avait fait les Nations Unies sans les appeler, c'est très important, qui demeure une organisation de vainqueurs. Et puis, ils se réunissent là-bas avec Suharto et tout, et ils disent, non, là, ça c'est 55, Bandung. Et à partir de là, vous avez tout un processus qui se met en marche, de revendications, de contestations contre l'ordre qui résulte des féodalités européennes, des anciennes monarchies européennes, qui n'ont pas changé jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le dire, oui. De la mécanisation de la pensée, de la monétarisation de la pensée et tout. Et on dit, qu'à cela ne tienne, il faut qu'on porte le combat des pauvres. Et là, cette fois-ci, non pas exprimé en individualité ou en groupe de personnes classées pauvres, mais exprimé en termes de nations laissées ou considérées comme périphériques par rapport à des nations qui jouent dans un rôle central. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à parler du Nord-Sud. Et cette lutte se déporte dans les Nations Unies, et effectivement, sur la base des idéologies et des doctrines qui façonnent la philosophie d'organisation des peuples, on retrouvera un bloc avec à la tête l'ex-Union des républiques socialistes et soviétiques, qui va dire y en a marre, vous avez traité les gens en animaux, en sauvages, vous continuez à les oppresser, occuper leurs terres, vous les empêchez de se développer, vous avez mis en place des administrations humiliantes. Il est temps qu'on aille vers l'indépendance. Et c'est comme ça qu'on a la série des indépendants en 1960. On doit ça à l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et je pense que c'est indéniable, personne ne conteste ça aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'effectivement, pas comme, si vous voulez,
des démarches de reconnaissance, mais des démarches logiques d'alliance entre tous ceux qui pensent du bien et tous ceux qui pensent du mal, représentés ici ou symbolisés par les nations anciennement ou à l'époque toujours colonialistes, par les nations qui refusent de reconnaître la dignité des autres peuples, qui ont écrit la Charte des Nations Unies simplement pour mieux dominer le monde, et qui, à l'intérieur de cette charte, ont construit des mécanismes tels qu'il sera impossible pour les autres nations de changer de conditions. De changer de conditions. Vous avez le chapitre 7 qui vous dit, parlant par exemple du droit de veto et tout, il y a des conditions de capacité. Il faut avoir la capacité de contribuer effectivement au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Vous avez l'article 53, 50 et 53, 51 et 53, qui vous parlent de prépondérance ou de priorité accordée à des solutions régionales. Mais bien évidemment, tout ça, c'est sous condition. Et dans le même temps, si vous prenez la démarche de l'organisation jusqu'ici, vous vous rendez compte que rien n'a changé en fait depuis la création de l'Organisation des Nations Unies, puisque les Nations Unies sont complètement jetées de côté. Kofi Annan a failli d'ailleurs démissionner quand l'OTAN décide d'aller mener la guerre en Serbie. Ça a été terrible, ça n'existe plus en Irak, en Libye, et ainsi de suite. Alors, c'est le même schéma qu'on retrouve aujourd'hui, simplement au moment où on décrète la guerre froide, où on dit qu'elle est terminée, en fait, pendant qu'en Russie, Gorbatchev, il a fait une démarche pour dire il faut arrêter, peut-être qu'il faut mettre l'accent sur le bonheur individuel, les biens de consommation et tout. Un monde trop haché comme ça ne marche pas. On va refaire le monde, nous sommes en Europe. La Russie fait partie de l'Europe, on doit faire la paix partout, on doit contrôler les armes et tout. C'est pas la même vision. À Washington, on dit, oh, on a gagné, terminé, on les a battus. Et puis, ça devient le deuil pour tout ce qu'on a appelé, en termes de constellation, les non-alignés, le tiers-monde, parce qu'en fait, il n'y a plus de check and balance, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de pare-choc contre la domination absolue et la pensée unique, et jusqu'à ce que, en fait, cette Russie se rebâtisse en 20 ans, c'est un pays-continent, et devient effectivement respectable, retrouve ses couleurs de grande puissance, et puis, redit, nous, foncièrement, nous restons attachés, nous restons soudés à l'idée selon laquelle les peuples doivent être effectivement souverains, indépendants, et qu'on doit mettre fin à l'exploitation. Voilà, en fait, la substance de la relation Russie-Afrique, qui n'a rien à faire avec la guerre froide. Je pense qu'il faut qu'on s'entende là-dessus. Voilà. Avant de passer à cette relation aujourd'hui, j'ai bien envie de vous poser une question qui est celle de notre génération. Oui. Nous, on constate que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, davantage la Chine, on voit un très grand pays avec une population mondiale d'1,5 milliard d'habitants qui a élaboré une trajectoire, mais qui n'échappe pas au capitalisme. C'est-à-dire que nous, on continue de chercher ce qui fait de la civilisation, ou bien de la projection, la propension, la projection chinoise, quelque chose de différent à ce que l'Occident nous propose, idéologiquement. Écoutez, c'est très bien. J'ai toujours le souvenir des... J'aime bien parler de ça. Hein. J'ai toujours le souvenir d'un ami, quand j'étais étudiant, qui me disait « Ah, mais crypto-communiste. Parce que même étant étudiant immigré, pauvre et tout, je ne manquais pas de m'offrir le bonheur de mon restaurant quand je pouvais, parce que c'était mon argent, j'avais travaillé. Je reprends ça pour vous dire autre chose. Il y a eu des élections au Burkina Faso à un moment donné, et puis un parti qui était
très populiste, est passé dans un village, a fait campagne, a dit non, non, on va se mettre ensemble, on va faire un gouvernement où les gens vont être solidaires, les gens vont travailler ensemble, jouir ensemble du fruit de leur travail. Il y aura plus de riches d'un côté, de pauvres de l'autre. Vous qui êtes les agriculteurs, qui travaillez dur, il faudra que vraiment vous jouissiez du fruit de votre labeur. Et c'est toute la société qui va être organisée et équilibrée. Extraordinaire. Si les élections avaient lieu tout de suite, ils avaient 100%. Mais alors, ils sont partis, et le lendemain, un autre parti est arrivé qui prophétisait le capitalisme très libéral, qui a dit « Est-ce que vous avez entendu ce que ces gens sont venus vous dire? Ces gens-là viennent vous dire que vous allez vous tuer ici dans les plantations, et des gens assis dans les bureaux qui n'ont rien fait ou qui dorment toute la journée, vous allez partager ensemble. » Et on dit « Quoi? C'est ce qu'ils veulent nous dire de faire? On ne votera jamais pour eux. » Alors, c'est pour vous dire quoi? Ce sont de petites anecdotes. On a beaucoup confondu l'idée même de socialisme, l'idée même de progrès social, l'idée de rassemblement autour de valeurs compassionnelles et solidaires comme étant je dirais une violation de la liberté, une remise en cause des libertés individuelles, une remise en cause de la propriété intellectuelle, de la propriété intellectuelle même, d'ailleurs, une remise en cause du patrimoine que les gens ont pu construire avec leur force, leur travail, leur intelligence. Non, rien de tout cela. Si vous avez vu les photos de quelqu'un comme Lénine, c'était quelqu'un toujours tiré à trois épingles. Lénine, c'est le premier adepte des 3 pièces, costume 3 pièces. Et ce dont on est contre, c'est la jouissance sans le travail, sans aucun effort. Ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas le goût du luxe, ce n'est pas ça. Quand vous avez bien travaillé, honnêtement et tout, vous pouvez vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Sans que cela ne gêne, et ça ne devrait gêner personne. Ce qui est répréhensible, c'est quand vous nagez dans l'opulence avec l'argent des autres, avec le travail des autres. Vous n'avez rien fait. Vous avez juste utilisé des positions sociales dominantes ou des avantages et des privilèges claniques, tribaux, sectaires, pour acquérir une position matérielle insolente et condescendante. C'est ça que l'on conteste. Alors, je vais vous dire, si vous lisez l'histoire de la Chine, si vous vous penchez dessus, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, il y a un choc, ce qu'on appelle après la révolution culturelle. Vous avez Deng Xiaoping, le moderniste. Ça marque un temps. Nous avons déjà beaucoup appris dans l'organisation à la base. Nous avons beaucoup travaillé pour construire une nation. Nous avons beaucoup travaillé pour asseoir une idéologie et des doctrines effectives de partage, de reconnaissance, d'identité et d'expression d'une personnalité chinoise. Aujourd'hui, il faut lui conférer les moyens de s'exprimer au travers des technologies qui font la modernité du monde. À partir de cet instant, on dit qu'il faut donner aux idéologies et aux doctrines un contenu matérialiste objectif. C'est à cette seule condition que nous pourrons faire aller en compétition avec le reste du monde. Et à partir de là, on commence
la décollectivisation de certains des pans entiers de la société chinoise, des secteurs entiers de l'industrie et de la haute technologie. On passe de ce que vous avez vu, d'ailleurs même dans l'habillement, de la tenue traditionnelle chinoise au costume cravate, pour s'exprimer complètement, entièrement, avec les moyens intellectuels, psychologiques, matériels et physiques requis par rapport aux partenaires. On est dans le monde, il faut se considérer comme dans le monde, entrer dans le monde, lutter avec les moyens du monde, mais en étant convaincu que nous avons préparé, organisé et solidifié les bases de notre identité interne. Voilà la Chine. Ce n'est pas un miracle. La Chine demeure un pays communiste, un pays organisé sur la base du centralisme démocratique, mais simplement un des plus grands pays capitalistes. Parce qu'en réalité, on veille à ce que la dimension individuelle, même lorsqu'elle s'exprime à travers des entreprises, à travers le génie de quelques-uns, ne dépasse pas, ou si vous voulez, n'entrave pas l'idéologie première de la société, qui est celle de veiller à la prépondérance des intérêts collectifs. Voilà la seule nuance, voilà la différence. En Chine, on a rasé des villes entières pour ériger des immeubles, des gratte-ciel. C'est-à-dire qu'on a, prenons Nubel ou Bepanda à Douala, Mokolo à Yaoundé et tout, ou la briqueterie, on rase et à la place, on fait des habitations modernes, tout équipées, où on met les populations. On a régulé en réalité le bonheur d'ensemble pour qu'il corresponde à une idée du partage, à une idée d'une société qui respecte certains équilibres. Et on peut avoir comme ça aujourd'hui, la Chine dépasse maintenant les États-Unis pour le nombre de milliardaires. La Chine, en 2022, a produit ou acheté plus de 20 à 25 millions de véhicules. Les États-Unis traînent en réalité derrière la Chine aujourd'hui. Tout ça, c'est parce que dans le même temps, on s'est organisé à réprimer de manière sévère des pratiques contraires à la philosophie d'ensemble. En Chine, on tue les gens convaincus de corruption. On les fusille. On les envoie même plus dans les camps de travail. Parce qu'en réalité, la liberté laissée à l'initiative individuelle doit correspondre exactement à la volonté de la Chine de créer des pôles d'expression capitalistes susceptibles de tenir la concurrence avec les grands groupes, les grandes firmes des autres pays capitalistes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises comme Huawei, et il y en a beaucoup d'autres, battent complètement et de loin les grandes entreprises du même secteur qui figurent en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, et ainsi de suite. Professeur, merci infiniment pour cette dimension idéologique. Ce que nous recherchions, c'était de voir ce qui peut rapprocher, puisque nous sommes l'Afrique à la Russie, nous donner la possibilité d'être des peuples qui disposent de nous-mêmes. Nous allons passer, avec votre permission, à la phase contemporaine de cette relation-là. Oui. Je sais que vous avez certainement beaucoup à nous dire, mais en lisant sur la question, on a l'impression que c'est en 2011 que la Russie aurait été gravement choquée de ce mandat qui a été donné à l'OTAN d'aller en Libye. Il semble que tout s'est complexifié à ce moment et que la Russie n'a peut-être pas encore pardonné aux Occidentaux d'être entrés en Libye
mettre tout le sabotage qu'il y a eu là et tuer Kadhafi. Est-ce qu'on peut situer cette phase contemporaine, la phase actuelle de la tension entre l'Occident et la Russie sur l'Afrique à ce moment? Non, je crois que c'est sur le monde en général que tout se joue. Et s'il y a une bonne leçon, c'est celle de la Chine, de la Russie. Je vous l'ai dit tantôt, au sortir de la guerre froide, en 87, la période qui va de 85 à 90 est celle d'une remise en cause complète de l'ensemble socialiste. On dit bien l'ensemble socialiste, dont l'Union soviétique et les pays du bloc socialiste. C'est l'étape de la grande manipulation et de l'installation de la pensée unique, en réalité. Je vous l'ai expliqué tantôt, les érudits des relations internationales vous diront qu'il y a là un moment de déroute. Mais en réalité, ce n'est pas ça lorsque vous faites une étude complète et approfondie. Il faut apprendre à reculer pour mieux sauter. Quand vous vous rendez compte que vos forces vous lâchent et que vos moyens ne correspondent plus exactement à ce qui est nécessaire ou exigible pour soutenir la concurrence avec des partenaires qui travaillent pour votre perte. Non. Ce serait bien trop facile de poser le problème en termes de est-ce qu'en réalité, la nouvelle Russie, telle qu'elle se professe, s'élance et s'exprime, résulte d'une observation négative de l'évolution de l'Afrique ou des déconvenues intervenues pour elle-même au sein des institutions internationales. Non, pas du tout. Je crois que, contrairement à l'Occident, en fait, ce regroupement derrière les États-Unis, qui date de 47, 48, avec, comme je vous ai dit, le discours de Fulton College, ces deux pays sont porteurs d'une vision beaucoup plus avancée que celle de l'Occident. Elles ont su prendre du recul, faire une autocritique sérieuse de leur état d'esprit, de leurs moyens d'action, de leurs atouts matériels, et redessiner une stratégie existentielle dans les relations internationales. Et dans ce contexte, leur analyse les amène à passer pour des pertes logiques certains grands événements internationaux qui n'ont pas correspondu à leur vision du monde. Vous savez, vous avez parlé de Kadhafi, mais ni la Russie ni la Chine ne sont pas prêts, ne sont pas prêtes. Il y a 10 ans, ces pays-là n'étaient pas prêts. Ces pays-là n'étaient pas prêts à affronter l'Occident sur tous les terrains, surtout militaires. Elles le sont devenues et puissamment. Le deuxième élément, c'est, je ne dirais pas le remords, mais la dette. Historiquement,
elles se reconnaissent comme des parrains. Pas au sens de la mafia, mais parrains au sens, sans doute, de l'antériorité d'une expression objective, intellectuelle, académique et philosophique des thèses de la libération des peuples. Vous avez parlé de la Libye un peu trop vite, mais il y a l'Amérique latine. En 1973, Salvador Allende, du gouvernement de l'Unité populaire, est assassiné au Chili par la CIA. Le pays va traverser 20 ans d'une dictature sanguinaire, impensable. Ça va être la succession, en réalité, du retour à la dictature dure en Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais dès 1982, à partir du Nicaragua et des sandinistes, c'est l'inverse qui se produit. Et à ce moment-là, c'est un commencement du réveil des peuples qui va culminer effectivement avec la prise de conscience par Gorbatchev que l'ensemble qu'on a construit sous le férule du pacte militaire du pacte de Varsovie, autour de l'idéologie communiste pour bâtir des États socialistes, en réalité, n'a pas ou n'a plus les moyens d'une politique confrontationnelle. Il faut marquer un temps, marquer un repli, et sans doute se réorganiser. Évidemment, il y a plusieurs lectures en ce qui concerne la démarche de Gorbatchev, paix à son âme. Mais les historiens, même dans 200 ans, lui donneront raison. Parce qu'en réalité, il y a une redéfinition de ce qu'on a appelé le camp de la confrontation de pays socialistes. C'était davantage, certes, autour de l'idéologie, mais c'était aussi parce qu'il y avait une urgence de créer un bloc solide qui puisse intégrer une démarche de libération des peuples à l'échelle planétaire. D'où la relation solide avec les peuples d'Afrique en lutte, d'où la relation solide avec les peuples d'Amérique latine en lutte, et d'où la situation que nous connaissons aujourd'hui. Parce que l'étape qui voit l'assassinat de Kadhafi est en réalité l'aboutissement d'une étape commencée avec l'assassinat de Sankara, qui prend ses repères pour ce qui concerne la méthodologie dans l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est un non catégorique à tout nationalisme panafricaniste. On voudrait des nationalismes réducteurs, mais pour rien au monde, on voudrait des nationalismes qui débordent et qui deviendraient un panafricanisme libérateur. Exactement comme le mouvement bolivariste en Amérique latine. Il faut voir la relation. Il y a toute cette trilogie qu'on a appelée la libération tricontinentale, qui tantôt a épousé des contours spirituels avec la théologie des libérations en Amérique latine, tantôt des contours économiques avec la résolution au sein de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'instauration de nouvelles ordres économiques internationales, la conférence de l'avenue Kléber pour redéfinir les termes d'échange entre le Nord et le Sud, avec pour pôle central les questions énergétiques. Mais, rendu au stade où nous sommes, il est clair, comme je vous l'ai dit, il y a la dette. Nous les avons accueillis quand ils fuyaient, quand ils criaient, quand ils cherchaient des armes pour se battre, pour se libérer. Pour se libérer. Nous avons failli dans une fenêtre de 20 ans. Les anciens colonisateurs se sont renforcés et en dépit de l'évolution du monde, continuent à leur fermer les portes. Nous avons pris conscience, nous nous sommes nous-mêmes construits ou reconstruits sur tous les plans
nous pouvons aujourd'hui les affronter. S'accompagner. Et pour rien au monde, nous ne leur laisserons plus le terrain libre. Nous avions marqué une retraite parce que nous n'étions pas en mesure, en réalité, de leur apporter dans tous les angles de considération tout le soutien requis. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de le faire. On va relancer avec eux des coopérations intelligentes, multidimensionnelles, plurielles, et d'autant plus qu'en réalité, tout ce que l'Occident prétendait pouvoir faire seul et leur apporter seul, nous sommes en mesure de le faire et de leur apporter encore mieux aujourd'hui. Quelqu'un me posait la question, pourquoi est-ce que on aime beaucoup les produits chinois? Et moi de répondre, quand vous allez au marché, vous prenez ce qui est adapté à votre bourse, dans un premier temps. C'est dans un deuxième temps seulement que vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est le meilleur? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Voilà la réalité. Aujourd'hui, sur les trottoirs de toutes les grandes villes africaines, et même jusque dans les villages, les marchés forains, vous avez de belles chaussures qui ne sont pas différentes de ce qu'on vous montrait dans des catalogues de Pierre Cardin, de tout cela, Jourdan, et ainsi de suite, qui vous fournissent, vous agrémentent de la même élégance visuelle, peut-être pas toujours pratique, mais avec un peu de chance, vous tombez sur ce qui d'ailleurs vous agrémente même pratiquement. Regardez un peu un vendeur de la sauvette aujourd'hui. 90% de la quincaillerie qu'il porte, des petites torches, des porte-clés et tout, des stylos, même jusqu'à des vêtements, des cravates, ne viennent pas d'Europe. Ça vient de Chine, ça vient du Brésil aujourd'hui, ça vient de Singapour, ça vient de la Turquie, et ça vient même d'Afrique. Le monde a changé, et une réflexion globale ne permet plus aujourd'hui que l'on se cantonne dans une domination de la pensée unique, parce que c'était les colonisateurs d'hier, ils connaissent mieux le terrain, c'est dépassé. Et c'est en cela et pour cela que je dis, il y a une révolution qui s'est opérée, mais qui a échappé à l'Occident, complètement échappé. Vous prenez 10 Africains aujourd'hui qui ont voyagé, vous vous rendrez compte que 7 ont été aux Émirats, en Turquie, en Chine, mais pas en Europe, pas aux États-Unis. Dans le même temps, il y a l'idée de l'équilibre de la terreur. On parlait à l'époque de parapluie nucléaire. Aujourd'hui, on parle de parapluie tout court. Et ce parapluie a une dimension plurielle. Elle n'est plus seulement militaire, elle est économique, elle est matérielle, elle est même intellectuelle. La Chine est de loin le pays le plus riche au monde aujourd'hui, pas en termes de PIB, mais surtout en termes de capacité à endetter les autres nations et à faire chanter les autres nations. Parmi lesquelles les États-Unis aussi. Les États-Unis sont pauvres par rapport à la Chine aujourd'hui, parce que la Chine peut faire chanter les États-Unis. Si la Chine se débarrasse de toute la dette américaine aujourd'hui, l'économie américaine s'effondre. Dans le même temps, des pays comme la Russie sont passés du stade d'exploration et d'exploitation primaire de certaines ressources naturelles à un stade technique
avancée qui fait par exemple que il a fallu la guerre de l'Ukraine pour qu'on le sache, et ça ne va pas changer avant très longtemps. La Russie tient l'Europe sur le plan énergétique, tient tout l'Occident pour beaucoup de types de technologies. Et au nom de cela, aujourd'hui, ces pays sont en position de bâtir des rapports complètement décomplexés avec l'Afrique. Et elles sont d'autant mieux placées que dans le processus de libération des peuples du continent, ou de consécration du principe, je dis bien du principe avant la substance de leur indépendance, un pays comme la Russie y a joué un rôle d'au moins 80%. Pour avoir été, pendant que la Chine n'était pas encore suffisamment forte, le moteur, le pôle d'action et le guide du monde anticapitaliste. Merci infiniment, professeur. Merci pour cette leçon qui nous permet, et qui permet à une génération insatisfaite comme la nôtre de comprendre qu'en tout cas, la Russie nous donne une opportunité. La Russie vient certainement nous permettre de comprendre que une autre voie est possible lorsqu'on se croyait embrigadé dans la seule relation avec les pays occidentaux. Oui, mais si vous voulez, pour moi, je comprends même pas où est le problème. La relation avec la Russie procède de l'évolution normale, ou je dirais même du quotidien des rapports entre les nations, de l'expansion du monde, de la libération des échanges, si vous voulez. Même si, au fond, les mécanismes et les institutions qui devraient garantir ces mouvements libres sont confisqués, mais elles sont en train d'être, je dirais, décolonisées complètement. Et puisque ça coince, il y a tout un système alternatif qui se met en place. L'idée d'un monde unipolaire est finie, c'est dépassé, si vous voulez. D'ailleurs, les États-Unis ont été les premiers à prêcher des assemblées différentes. Je me souviens quand Ronald Reagan est élu président, son premier discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est de dire l'Amérique n'acceptera plus d'être insultée par des gens qui sont même incapables de payer leurs contributions. Certains ne fabriquent même pas les papiers hygiéniques, enfin, un tas de trucs vraiment moqueurs comme cela. Oui. Et c'était en fait pour approfondir la division du monde entre riches et pauvres, mais ce qu'ils n'entrevoyaient pas, c'est que le monde ne peut pas être figé. Les rapports de force évoluent comme un moteur sur des roues qui cherchent différents chemins dans un quartier encombré, si vous voulez. Et c'est cela, les gens naissent et grandissent. Mais je vous renvoie à un de mes derniers livres, Sociologie du pouvoir et de la puissance, Triomphe et décadence des intelligences, dans lequel j'ai même pratiquement tout dit. Les empires naissent, évoluent, dominent et dépérissent. Je pense que il n'y a aucun doute, nous sommes dans ce contexte. Aujourd'hui, je regrette beaucoup quand j'entends depuis Washington le président américain menacer la Centrafrique, menacer les pays africains qui bâtiraient des relations avec la Russie ou avec la Turquie et la Chine. Ça ne correspond même pas à l'éthique fondamentale des relations internationales. Ça ne renvoie pas à la façon dont les États-Unis eux-mêmes expriment leur présence dans le monde, qui est une mission, qui est une présence à la fois religieuse, humaine, et ainsi de suite. Tout ça est contraire même à l'intellectualisation
des rapports humains dans un sens dynamique. Il n'existe pas de vecteur force qui puisse empêcher l'évolution d'un fœtus dans le ventre d'une maman, à moins que ce soit un mauvais fœtus. De même que quand cet enfant est né, il doit s'asseoir, ramper, faire les premiers pas, marcher, aller à l'école, grandir, devenir adulte, parent, vieux et puis mourir. L'Occident est en fin de parcours pour ce qui concerne sa domination aujourd'hui. Et je crois que, comme je l'ai dit dans un précédent entretien, ce n'est pas le fait de multiplier des visites. Elles sont bien, ni de proférer des menaces. Moi, j'apprécie beaucoup la dernière visite du président Macron, où j'entends un ton complètement différent, si vous voulez. Je pense que leur société commence à prendre conscience que les dirigeants sont perdus. Ils n'ont pas très vite pris la mesure de l'avancement des autres peuples, du niveau changeant de leur vision du monde. Il y a 20, 30 ans en arrière, si vous preniez une pochette de 50 personnes dans une rue africaine, vous pouviez avoir la chance même de n'avoir aucun bachelier. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, les gens ont avancé à la fois dans la construction de leurs intelligences, ce qui leur permet de comprendre le monde et de se définir dans la plateforme internationale des rapports de force comme des acteurs et non plus comme des sous-fifres, non plus comme des simples dominés. Les gens ont aujourd'hui une idée exacte de ce que c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un produit de l'Occident. Et ça, il faut être complet là-dessus. Les gens ont une compréhension de ce que c'est que la démocratie, mais on ne l'exprime plus. Simplement, on n'en attend plus simplement des élections à l'échelle interne qui soient propres et tout machin, transparentes. On en attend une pratique entre les nations qui élimine les phénomènes de domination et réinstalle la souveraineté, la dignité, l'identité des gens et le respect au centre de toutes les grandes mutations. Voilà où nous en sommes. Et c'est effectivement dans cette mouvance que prospère la relation avec la Russie, sans que ce soit forcément, comme je vous l'ai dit, par opportunisme à l'égard d'une autre nation, la France ou les États-Unis. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne continueront d'avoir une place exactement comme n'importe quelle nation. D'ailleurs, c'est pas du jour au lendemain qu'on va fermer les instituts français, ni l'Institut Goethe, ni le British Council que vous avez partout sur le continent. Mais simplement, ces institutions-là vont s'habituer à avoir d'autres institutions. Exactement, y compris. Moi, je rêve de centres culturels africains, camerounais même, dans ces pays-là. C'est nous qui sommes en retard dans la compétition entre les nations. Nous n'avons pas pris suffisamment la mesure. Et c'est pour ça que je disais tantôt, il est important de prendre en considération le chemin des pays comme la Russie et la Chine, qui en 20 ans se sont donné les moyens, ont d'ailleurs marqué un recul, ont pris le temps d'observer, de se jauger, de se redéfinir, avant de refaire le saut avec les outils, les instruments et les moyens adéquats dans la compétition internationale. Conséquence, vous arrivez en Afrique aujourd'hui, vous vous rendez compte que, ah mais tiens, on ne savait pas qu'on pouvait trouver les produits chinois ou les produits russes. Alors, je suis en train de vous dire, des mesures sont prises aujourd'hui à quelque chose de malin et bien, et bon. En Chine et en Russie, ils ont décidé qu'à l'horizon 2035, ils n'utilisent plus les avions européens. Plus de Boeing, plus de Airbus, ainsi de suite. Ces pays-là, elles, maîtrisent ces technologies, si vous voulez, mais elles ont cru à un monde ouvert. Elles ont cru effectivement à l'interchangeabilité des technologies, des pratiques et tout, et des intelligences, jusqu'à ce que l'Occident montre ou démontre qu'en fait,
elle évolue, elle a toujours évolué que dans la ruse, que dans l'idée de contenir, de garder d'autres peuples dans une situation de dominée éternelle. Merci infiniment, professeur. Merci pour cet échange qui nous donne, qui donne aux jeunes générations, qui donne à tous ceux qui nous regardent la capacité d'être libre, l'intelligence pour comprendre les nouvelles dynamiques, les nouvelles projections du monde et s'envisager eux-mêmes, chacun, face à son travail, parce que le travail, c'est ce travail-là qui nous permettra, chacun à sa place, de bâtir une collectivité dans laquelle, qui nous permettra de répondre au monde, de bénéficier de toutes ces coopérations à la faveur de l'Afrique. Merci, professeur. Je vous en prie. À très bientôt sur Africa TV. À très bientôt.